Aujourd'hui, je vais vous parler des parents des personnages les plus populaires de One Piece. Savez-vous qui étaient les parents de Zoro? Et ceux de Nami, Franky ou Shanks? Eh bien, on va parler de tous ces personnages dans cette vidéo. Mais commençons par Luffy, qui est le fils de Monkey D. Dragon et d'une femme dont on ne connaît pas le nom. On en parlera davantage de la mère de Luffy dans un instant. Pour une raison inconnue, Dragon a décidé de ne pas élever Luffy lui-même et l'a confié à Garp alors qu'il était encore très jeune. C'était probablement parce que son rôle de chef de l'armée révolutionnaire aurait mis Luffy en danger permanent, ce qu'il ne voulait pas pour son fils. La première fois que l'on a vu Dragon dans la série, c'était à Locktown, lorsqu'il a sauvé Luffy de Smoker. Depuis, il n'a pas vraiment été actif, mais étant donné qu'il a obtenu le titre d'homme le plus recherché au monde, il est certainement bien plus dangereux qu'il n'y paraît. En ce qui concerne la mère de Luffy, rien n'a été officiellement révélé. Mais vas-y, on parle de la mère du personnage principal là. Elle va forcément devenir un personnage important à un moment donné, n'est-ce pas? Eh bien, il existe d'innombrables théories à ce sujet, allant de l'idée qu'elle était une simple marine à des choses plus folles, comme celle selon laquelle Crocodile serait la mère de Luffy. Haha, ouais. Cependant, Oda a déclaré dans une interview il y a longtemps que la mère de Luffy est en vie, mais qu'elle est totalement sans importance pour l'histoire. Il est donc fort probable qu'elle n'apparaisse jamais. Je pense qu'il s'agit simplement d'une femme ordinaire avec qui Dragon a eu une brève relation au cours de son voyage. Dragon n'a clairement pas été un bon père, mais au moins il a vu son fils en personne. Ce qu'on ne peut pas vraiment dire du père d'Usopp. Vous voyez, les parents d'Usopp sont Yasopp et Banshina. Pendant que Banshina était enceinte, Yasopp a décidé de la quitter pour poursuivre son rêve de devenir un grand guerrier. Il est effectivement devenu l'un des officiers de haut rang des pirates du Roux, mais il a complètement oublié sa famille. Son équipage est même passé par East Blue il y a 10 ans, mais Yasopp n'a toujours pas pensé à revoir Usopp et sa femme. Alors que Usopp était encore enfant, il prenait soin de Banshina et tentait de la réconforter en lui racontant des histoires inventées sur le retour de Yasopp au village. C'est comme ça que son habitude de mentir a commencé. On ne sait pas grand-chose sur Banshina, si ce n'est qu'elle est décédée alors que Usopp était encore un enfant. Mais ce qui est surprenant, c'est que ni elle ni Usopp ne lui en ont voulu de les avoir abandonnés. Usopp continue même à l'admirer. Il reste encore 20 parents différents à évoquer, alors poursuivons avec Ace. Il est le fils du roi des pirates, Gold dit Roger, et de Portgas dit Rouge, mais il ne considère pas vraiment Roger comme son père, c'est pourquoi il porte le nom de sa mère. Il a aussi trouvé des figures paternelles chez d'autres personnages, comme Garp et Barbe Blanche. Roger était sans aucun doute le pirate le plus accompli de son époque, dirigeant le seul équipage à avoir atteint la dernière île de Grand Line. Étant donné à quel point Roger représentait une menace pour le gouvernement mondial, il est logique qu'après sa reddition, ils aient passé 9 mois à enquêter sur toutes les femmes ayant eu un lien avec lui pour s'assurer qu'il n'ait pas laissé d'enfant. L'une de ces femmes était Rouge, qui portait l'enfant de Roger. On n'a absolument aucune information sur la manière dont ils se sont rencontrés. Mais ce qui est intéressant à propos de Rouge, c'est qu'elle a réussi à garder Ace dans son ventre pendant 20 mois entiers avant d'accoucher. Elle est morte immédiatement après, mais son geste a permis à Ace d'échapper à toute suspicion d'être le fils de Roger, ce qui lui a permis de mener une vie normale. Enfin, plus ou moins. Et même si Ace n'avait pas vraiment de raison de détester Roger, la haine envers les parents de Sabo est parfaitement justifiée. Outlook 3 et Didit étaient des nobles du royaume de Goa. Et tout ce qu'ils attendaient de leur fils, c'était qu'il préserve la réputation de la famille. Sabo détestait tout ce qui avait trait aux nobles et à leur mode de vie et préférait jouer dans la décharge avec Ace et Luffy. Cela poussa ses parents à adopter Stelly et à en faire un fils parfait à la place. Ce mode d'éducation poussa Sabo à s'enfuir de l'île et à être presque tué par un dragon céleste. Comme vous pouvez l'imaginer, la mort apparente de Sabo ne toucha absolument pas ses parents. Ils étaient trop occupés à préparer leur nouveau fils à un mariage arrangé pour améliorer leur image. Bien que l'on ignore ce que sont devenus Outlook et Didit, on sait que Stelly est devenu roi du royaume de Goa, donc il semble qu'ils aient obtenu ce qu'ils voulaient au final. Judge Vinsmoke et sa femme Sora sont les parents de Sanji, et leur relation est plutôt compliquée. Judge est le dirigeant du royaume de Germa, mais il est aussi un scientifique qui travaillait autrefois avec certaines des plus grandes têtes que le monde ait connues dans un groupe appelé Mads.
Grâce à ses connaissances et à sa technologie, il commença à expérimenter sur ses futurs quintuplés pour les transformer en surhumains dénués d'émotions. Sora, la mère de Sanji, était contre, mais ne pouvait pas s'opposer à Judge. Elle commença donc à prendre secrètement un médicament pour contrer ces modifications. Grâce à ce médicament, Sanji fut le seul enfant à naître normal, tandis que ses 4 frères et sœurs devinrent exactement comme Judge le souhaitait. Après avoir accouché, Sora vécut encore quelques années avant de mourir des effets secondaires du médicament qu'elle prenait. À cause des émotions de Sanji, Judge le considérait comme un échec total, au point de simuler sa mort et de vouloir le garder prisonnier jusqu'à la fin de sa vie. Cependant, sa sœur Reiju l'aida à s'échapper. De nombreuses années plus tard, Judge se rappela que Sanji était toujours en vie. Il arrangea alors un mariage entre lui et la fille de Big Mom afin d'étendre son royaume et son influence. Après l'échec de ce plan, Sanji finit par sauver Judge et tous ses frères et sœurs d'un assassinat. Récemment, Judge s'est allié à Caesar Clown et, ensemble, ils ont fondé Neo-Mads, un groupe scientifique visant à surpasser Vegapunk. Mais étant donné que Vegapunk est mort, je ne sais plus vraiment quel est leur objectif. Si vous vous souvenez du flashback de Franky, il a été abandonné par ses parents pirates alors qu'il avait 10 ans. Mais le truc, c'est qu'on n'a jamais su qui étaient réellement ses parents. Bon, et si je vous disais qu'on connaît déjà un pirate qui a abandonné son fils il y a 26 ans, ce qui correspond parfaitement puisque Franky a actuellement 36 ans. Cet homme est Queen, l'un des All-Stars de Kaido qui est également un scientifique, ce qui expliquerait l'amour de Franky pour la science depuis son plus jeune âge. Queen faisait partie de l'équipe de recherche Mads, mais après sa dissolution il y a 26 ans, il a éjecté Franky du navire et est parti chercher un nouveau groupe. C'est ainsi qu'il a rejoint les pirates aux 100 bêtes. C'est un peu triste de voir que Queen n'a même pas reconnu son propre fils, mais c'est compréhensible puisque Franky a fait de nombreuses modifications sur lui-même et a même changé son nom de Cutty Flamme. Et avec Queen en prison, après la défaite des pirates aux 100 bêtes, les chances qu'ils aient des retrouvailles familiales sont nulles, ce qui est probablement mieux ainsi. Ah, et pour ce qui est de la mère de Franky, on n'a aucune idée de qui elle pourrait être. Écoutez, je vous jure qu'on va bientôt parler de vrais bons parents. Mais avant ça, je veux parler des parents de Yamato. Kaido faisait partie des redoutables pirates Rox. Mais après la défaite de Rox à God Valley, il, comme beaucoup de ses compagnons, se sépara pour former son propre équipage. Environ 4 ans après avoir créé les pirates aux 100 bêtes, Kaido rencontra la mère de Yamato. Bien que la mère de Yamato n'ait jamais été officiellement présentée dans l'histoire, il existe des théories intéressantes sur qui elle pourrait être, que nous verrons dans un instant. Kaido était un assez mauvais parent, mais il n'était pas aussi extrême que le père de Sanji par exemple, jusqu'à ce que Yamato commence à idolâtrer Oden et à prétendre être lui. Ça a mis Kaido dans une telle colère qu'il l'enferma dans une grotte et a prévu de la laisser mourir là. Cette forme d'éducation, si on peut appeler ça ainsi, fit que Yamato détesta Kaido au point de se rallier à ses ennemis et d'aider finalement à le vaincre. Depuis sa défaite face au chapeau de paille, le statut de Kaido est inconnu. Cependant, connaissant One Piece, je suppose qu'il a probablement survécu d'une manière ou d'une autre. En ce qui concerne la mère de Yamato, la théorie principale est qu'il s'agirait en réalité de Gloriosa, l'ancienne impératrice d'Amazon Lily. Vous voyez, on sait déjà qu'elle a été atteinte de la maladie de l'amour plus tôt dans sa vie et qu'elle s'est réfugiée à Amazon Lily pour l'éviter. À première vue, Gloriosa est retournée à Amazon Lily alors que Yamato était encore très jeune, ce qui rend cette théorie plausible. Il y a aussi cette case où l'on voit que la force c'est la beauté à Amazon Lily. Et savez-vous qui est l'un des êtres les plus puissants au monde? Ouais, Kaido. Donc même si l'on ne peut pas en être sûr, il est tout à fait possible que Gloriosa soit la mère de Yamato. Et il existe d'autres excellentes théories de parenté comme celle-ci, par exemple pour Nami et Zoro. Mais avant d'y venir, continuons avec Weevil. Il y a beaucoup de débats à propos d'Edward Weevil et de savoir s'il est vraiment le fils de Barbe Blanche. Alors, voyons quelques faits ensemble. Buckingham Stussy et Barbe Blanche étaient tous deux membres de l'équipage de Rox jusqu'à ce qu'ils se séparent il y a 38 ans. Étant donné que Weevil a 35 ans, les chances que Barbe Blanche soit son vrai père sont plutôt faibles puisque l'équipage était déjà dissous à cette époque. Cependant, et si Barbe Blanche était bien son père, mais d'une manière plus étrange? Laissez-moi vous expliquer. Comme on le sait déjà, Mads a effectivement créé un clone réussi de Stussy. Il est donc tout à fait possible que Weevil soit lui aussi un clone créé à partir de l'ADN de Stussy et de Barbe Blanche. Stussy n'a révélé que Weevil était le fils de Barbe Blanche qu'après la mort de ce dernier. C'est sans doute parce qu'elle craignait que Barbe Blanche ne démente ses affirmations s'il avait été encore en vie.
Bref, Stussy a essayé d'utiliser 8 villes pour mettre la main sur la fortune de Barbe Blanche. Mais ce plan fut un échec total. En arrivant à Sphinx, Weevil a tenté de protéger les villageois de la marine, au lieu de piller l'endroit pour lui-même, et il a fini par être vaincu, puis emprisonné, laissant Stussy seule, impuissante et pire que tout, fauchée. Il est assez ironique que les parents de Doflamingo aient été parmi les plus gentils de l'histoire, et qu'ils aient pourtant connu une fin terrible. La famille Don Quijote faisait partie des dragons célestes, vivant littéralement au-dessus du monde, n'interagissant avec les humains que pour les réduire en esclavage. Cependant, Homing et sa femme n'étaient pas comme ça. C'est pourquoi ils décidèrent d'abandonner leur titre et d'aller vivre normalement parmi les autres humains avec leurs 2 enfants, Doflamingo et Rosinante. Tout se passa bien pendant environ une journée, jusqu'à ce que les gens réalisent qui ils étaient vraiment, et c'est là que le chaos éclata. Leur maison entière fut détruite et certains étaient même prêts à les tuer. Homing emmena donc sa famille très loin pour vivre dans une petite cabane. Sa femme, dont le nom n'a jamais été révélé, était déjà malade et comme il n'avait personne vers qui se tourner, elle finit par mourir. Pire encore, les gens retrouvèrent leur refuge et vinrent les torturer. La haine de Doflamingo envers son père ne cessa de grandir car il lui reprochait d'avoir renoncé à leur statut de dragon céleste. Finalement, il perdit totalement le contrôle et tira sur Homing, espérant qu'en le tuant, il retrouverait sa vie d'autrefois. Momonosuke et Iori étaient les enfants du légendaire samouraï de Wano, Kozuki Oden, et de sa femme Toki. Oden, dès son jeune âge, était un personnage problématique et chaotique, dont le rêve était de quitter sa terre natale et de partir à l'aventure. Ce rêve se réalisa quand les pirates de Barbe Blanche visitèrent Wano. Oden sauta dans un combat avec Barbe Blanche, puis réussit à le convaincre de l'accepter dans l'équipage. Mais avant de rejoindre officiellement l'équipage, il sauva une jeune fille nommée Toki d'un groupe de trafiquants d'esclaves. Toki était née pendant le siècle oublié, mais elle s'est retrouvée à l'époque actuelle en utilisant son fruit du démon pour se projeter dans le futur. Bref, elle monta aussi à bord du navire de Barbe Blanche avec Oden, et tous deux développèrent une relation amoureuse. 2 ans plus tard, leur premier fils Momonosuke est né, et 2 ans après, Iori vint au monde. Au fil de leur voyage en mer, Toki tomba malade. Elle resta donc à Wano pour s'occuper des enfants, tandis que Oden partait pour une dernière aventure. Lorsqu'il revint enfin, tout avait changé, car Kaido avait pris le contrôle de l'île en son absence. Oden prit alors de mauvaises décisions, et même s'il était plus fort que Kaido, il finit par se faire tuer. En apprenant cela, dans ses derniers instants, Toki utilisa les pouvoirs de son fruit du démon pour envoyer Momonosuke dans le futur afin d'assurer la survie de la lignée Kozuki. Maintenant, se rater à ce point, au point que son propre enfant passe de marine respectueux de la loi à l'un des criminels les plus dangereux, c'est quelque chose que seul Garp pouvait faire. Mais quand on voit comment il frappait constamment son petit-fils, on peut supposer qu'il était encore pire avec son propre fils, Dragon. Blague à part, on ne sait absolument rien de la relation entre Garp et Dragon. Cependant, il s'est forcément passé quelque chose de grave entre eux pour que Dragon quitte la marine et suive sa propre voie. Un truc intéressant, c'est que Garp ne semble pas traquer Dragon, comme il l'a fait pour Roger. Donc je dirais que leur relation est probablement ok. Ou alors Garp est tout simplement trop occupé à manger des beignets et à être un rebelle pour perdre son temps à le réprimander. Ce qui est triste, c'est que Garp et Dragon ne se reverront probablement jamais dans l'histoire, car le fait que Garp ait été vaincu puis emprisonné à Hachinosu pourrait être une très mauvaise nouvelle pour lui. Franchement, j'espère vraiment qu'on aura un jour des flashbacks qui en diront plus sur leur relation. Ah, et pour ce qui est de l'épouse de Garp et mère de Dragon, on n'a aucune idée de qui elle est. Il n'y a même pas de bonne théorie. Il reste encore 11 parents à évoquer et je parie que certains vous surprendront, comme par exemple les parents de Zoro. Leur histoire commence il y a environ 55 ans, quand la grand-mère de Zoro, Shimotsuki Furiko, et 24 autres personnes ont fui Wano pour fonder le village Shimotsuki. Puis, après quelque temps au village, un sabreur nommé Roronoa Arashi rencontra une femme appelée Terra qui était la fille d'un bandit. Tous deux finirent par tomber amoureux et eurent un enfant qu'ils appelèrent Zoro. On ne sait pas grand-chose de plus sur les parents de Zoro, hormis la manière dont ils sont morts. Arashi est mort en combattant des pirates, tandis que Terra est morte d'une maladie. Ce qui est intéressant à propos de la famille de Zoro, c'est que l'on connaît également d'autres membres de sa famille, comme par exemple son grand-oncle Shimotsuki Ushimaru, ancien daimyo de Ringo, qui a été vu prisonnier dans la même grotte que Yamato dans son flashback. Et au cas où vous vous poseriez la question, oui, Zoro est également relié au légendaire samouraï Ryuma
qui a vécu il y a plusieurs centaines d'années. Nico Olvia était une brillante archéologue originaire de l'île d'Ohara qui abrite la plus grande bibliothèque et le plus grand centre de recherche au monde. Elle était la mère de Nico Robin, mais on ignore qui était son mari. Cependant, il semble évident que c'est la mort de celui-ci qui a poussé Olvia à se lancer dans la recherche des poneglyphes. Olvia était tellement déterminée à découvrir ce qui s'était passé pendant le siècle oublié qu'elle partit en expédition, laissant Nico Robin, alors âgé de 2 ans, à la garde de sa sœur. 6 ans plus tard, toute l'équipe d'Olvia fut capturée et tuée, tandis qu'elle fut gardée en vie pour être interrogée. Heureusement, le vice-amiral, Sol, jugea que ce qui lui était arrivé était injuste et la laissa s'échapper. Immédiatement après, Olvia dut courir contre la montre face au gouvernement mondial pour rejoindre O'Hara et prévenir ses collègues chercheurs d'évacuer l'île. Cependant, les marines et le CP9 étaient juste derrière elle et encerclèrent rapidement l'île, lançant un Buster Call. Olvia eut de brèves retrouvailles avec Robin et fut heureuse d'apprendre qu'elle avait aussi décidé de devenir archéologue. Mais elle dut faire un choix difficile. Envoyer Robin loin d'elle, à peine l'avait-elle retrouvée, afin de la garder en vie. Finalement, Olvia mourut lors du Buster Call, passant ses derniers instants avec les autres chercheurs dans la bibliothèque, tentant de préserver le plus de livres possible. Ok, c'était assurément une histoire tragique. Mais quelque chose d'encore plus tragique est arrivé à Kiros et Scarlett, les parents de Rebecca. Kiros était une racaille des rues qui a tué 2 personnes par vengeance. Mais au lieu d'être exécuté, le roi Riku l'envoya au Colisée. Il lui dit que s'il remportait 100 combats, il serait libéré. Kiros s'est battu et a gagné bien plus de 100 fois. Mais il ne voulait pas partir, n'ayant nulle part où aller, et tout le monde à Dressrosa le méprisant pour être un meurtrier. Il resta au Colisée pendant 9 ans et accumula plus de 3000 victoires jusqu'à ce que le roi Riku lui propose un poste de garde pour ses 2 filles, Scarlett et Viola. Scarlett détestait un peu Kiros au début, mais après avoir été enlevée puis sauvée par lui, elle tomba folle amoureuse de lui. Mais ils ne pouvaient pas être ensemble car le public n'aurait pas accepté qu'une princesse soit avec un meurtrier. Le roi Riku a donc simulé la mort de Scarlett pour que tous 2 puissent vivre paisiblement ensemble dans une cabane isolée. C'est là qu'ils eurent Rebecca et Kiros ne pouvait pas être plus heureux, ayant enfin une vraie vie. Cependant, tout changea lorsque Doflamingo prit le contrôle du pays. Kiros a fait tout ce qu'il pouvait pour sauver le roi et a même perdu sa jambe dans le processus. Mais au final, il fut transformé en jouet, ce qui signifie que son existence fut effacée de la mémoire de tous. Peu après, il vit Scarlett se faire abattre par Diamanté, mais le pire c'est que même sa propre épouse n'a pu le reconnaître dans ses derniers instants. La seule chose qui lui restait était Rebecca, alors il resta auprès d'elle et l'éleva durant les 10 années suivantes, bien qu'elle ne sache pas qu'il était son père. Heureusement, cette histoire a une fin heureuse. Alors que Usopp eut mis KO Sugar, Kiros retrouva sa forme humaine, et Rebecca s'est enfin souvenue de lui à nouveau. Puis, bien qu'il n'ait eu qu'une jambe, il vengea son épouse en vainquant Diamanté. Et une fois Dressrosa libéré, lui et Rebecca commencèrent enfin à vivre ensemble comme père et fille. Ok, bon, les parents de Law n'ont pas reçu beaucoup d'attention dans son flashback, mais je pense malgré tout qu'il est important de les mentionner. Le père et la mère de Law l'ont élevé, lui et sa sœur, à Flévence, la Cité Blanche. D'après le peu que l'on en voit, cette famille menait une vie très agréable ensemble. Le père de Law était apparemment le meilleur médecin du pays et sa mère était également docteur, travaillant dans le même hôpital. Cela signifie que Law avait 2 parents capables de lui enseigner la médecine, un domaine qui l'intéressait dès son plus jeune âge. Après un certain temps, Blanc de Saturne, le minéral extrait uniquement à Flévence, se révéla provoquer une maladie mortelle. Cela bouleversa tout le pays. Toutes les nations frontalières fermèrent leurs frontières, voire entrèrent en guerre contre Flévence pour empêcher la propagation de la maladie. Au lieu de tenter de fuir, les parents de Law restèrent à l'hôpital pour soigner le plus de personnes possible. Mais malheureusement, l'hôpital fut attaqué et tous 2 sont tués. Le plus triste dans toute cette histoire, c'est que la maladie a ensuite été révélée non contagieuse, ce qui signifie que la plupart des massacres insensés commis ce jour-là à Flévence auraient pu être évités. Viennent ensuite les parents de Shirahoshi, le roi Neptune et la reine Otohime. Ils régnaient sur le royaume de Ryogu, sur l'île des hommes-poissons. Et, en plus de Shirahoshi, ils avaient 3 autres enfants, Fukaboshi, Ryoboshi et Manboshi. L'objectif d'Otohime était de faire émigrer les hommes-poissons à la surface pour qu'ils puissent vivre sous le soleil. Humains et hommes-poissons se détestaient mutuellement.
Donc, rallier toute sa nation à ce projet lui demanda des années. Elle prononçait souvent des discours sur les bienfaits de la vie en surface et le fait que tous les humains ne sont pas mauvais. Une occasion en or se présenta lorsqu'un dragon céleste, Don Quijote Miosgard, s'écrasa sur l'île des hommes-poissons. Après lui avoir sauvé la vie et quelques jours de négociations, Otohime finit par obtenir son soutien à l'émigration des hommes-poissons. Alors que tout se passait parfaitement, l'urne de pétition fut soudain brûlée et Otohime fut assassiné par Oddie Jones. Oddie a fait cela parce qu'il haïssait les humains et ne voulait pas que cet accord aboutisse. Ensuite, le roi Neptune dut gouverner le pays seul. Et pire encore, il a dû en pratique emprisonner Shirahoshi pour sa propre sécurité, car un fou furieux ne cessait de lui lancer des haches. Après les encouragements de Luffy et Jinbei, Neptune et Shirahoshi assistèrent enfin à la rêverie, ce qui rapproche tout le pays d'une vie en surface, comme Otohime le souhaitait. Nefertari, Cobra et Titi étaient le roi et la reine du royaume d'Alabasta et aussi les parents de Vivi. Titi est morte alors que Vivi était très jeune, si bien qu'elle n'apparaît pratiquement pas dans l'histoire. La seule chose que l'on sait d'elle, c'est que Vivi lui ressemble trait pour trait au même âge. On peut également supposer qu'elle a contribué à faire de Vivi une personne si courageuse et fidèle à son pays. Cela porta ses fruits plus tard, quand Crocodile prit le pays et que Cobra était impuissant, tandis que Vivi partit seule chercher de l'aide pour tout arranger. Quant à Cobra, c'était un homme bien qui se souciait de son royaume et de son peuple, même après leur rébellion, sachant qu'il faisait seulement ce qu'il pensait être le mieux pour Alabasta. De plus, Cobra avait un lien de parenté avec quelqu'un nommé Nefertari, dit Lily, ce qui fait de lui et de Vivi des descendants du clan des Dix. Bref, Cobra respectait profondément Vivi et pensait qu'elle deviendrait un jour une grande souveraine d'Alabasta, mais ce jour est arrivé plus tôt qu'il ne l'aurait cru. Voyez-vous, durant la rêverie, Cobra avait des questions qui le tracassaient, et comme il aimait connaître la vérité, il décida de demander aux 5 doyens s'ils savaient quelque chose. Cette erreur lui coûta finalement la vie, car Imu et les doyens estimèrent qu'il en savait trop. Dans ces derniers instants, Cobra se sacrifia pour sauver Sabo et demanda au garçon de transmettre son ultime message à Luffy, à savoir que toute la famille Nefertari porte l'initiale D. Il ne reste plus que 5 personnages et j'ai hâte de vous parler de la théorie concernant les parents de Nami. Mais d'abord, passons rapidement sur Big Mom. Les parents de Big Mom n'ont jamais été nommés et on ne sait rien d'eux. La seule chose que l'on sait, c'est qu'ils l'ont abandonnée sur une île dangereuse alors qu'elle n'avait que 5 ans. Et même si cela paraît cruel, leurs intentions étaient bonnes. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas s'occuper d'elle à cause de sa taille et de son comportement. En plus, ils savaient que Mère Carmel recueillerait Lin Lin et lui offrirait sans doute une meilleure vie que ne le pourrait. Cela arriva effectivement, même si Carmel s'avère une mère encore pire pour Lin Lin, puisqu'elle voulait seulement la vendre au gouvernement mondial pour gagner de l'argent. Si vous avez vu le dernier film One Piece, vous savez que Uta est la fille adoptive de Shanks. Et bien qu'on ne l'ait pas encore vue dans l'animé, elle est en fait confirmée comme canon. Les véritables parents de Uta ont été tous deux tués par des pirates, et elle a été emportée par eux comme un trésor alors qu'elle n'avait que 2 ans. Mais heureusement pour elle, Shanks et son équipage ont attaqué ces mêmes pirates, ce qui les a amenés à adopter Uta sans le savoir après avoir pris leur trésor. Uta pleurait beaucoup bébé, alors Shanks chantait souvent pour la calmer. C'est peut-être ainsi qu'est née sa passion pour le chant. Globalement, Shanks fut un père attentionné. Il lui proposa même d'aller sur l'île musicale Elegia pour que davantage de gens entendent sa voix plutôt que de chanter sur un navire pirate, ce qu'elle refusa. Après avoir, sans le savoir, libéré Tot Musica et tué presque tous les habitants de l'île, Shanks décida de lui mentir et de lui faire croire que c'était son fait, afin qu'elle ne se déteste pas et n'abandonne pas le chant. Même après que Uta eut emprisonné des milliers de personnes dans un monde factice, Shanks l'accepta toujours comme sa fille et était prêt à affronter 2 amiraux en même temps pour la défendre. Il est important de noter que tous les événements concernant l'histoire de Uta ne sont pas considérés comme canon, et Oda n'a jamais confirmé lesquels se sont réellement produits. À propos de Shanks, les chapitres récents de One Piece ont finalement confirmé la théorie selon laquelle il est le fils de Figarland Garling. Mais Figarland Garling n'est pas un dragon céleste comme les autres. Il est le chef des chevaliers de Dieu et aussi l'un des nouveaux 5 doyens. Pour une raison inconnue, lors de l'incident de God Valley, Shanks fut laissé dans l'un des coffres primes. Nous n'avons pas encore d'explication sur la raison de sa présence là, mais il existe quelques théories. L'une d'elles veut que Garling y ait caché Shanks pour le soustraire à l'attaque des pirates Rocks. Ou peut-être qu'il a été placé là comme surprise pour Garling, puisque tout le monde savait qu'il allait remporter la compétition. Quoi qu'il en soit, Shanks fut finalement récupéré par hasard par les pirates de Roger d'une manière très semblable à la façon dont il trouva Uta.
Après avoir grandi et découvert qu'il était un dragon céleste, Shanks retourna à Marijois, où il rencontra sa famille pour la première fois. Cependant, il n'y resta pas longtemps et renonça rapidement à ses droits de naissance, choisissant de vivre parmi les humains ordinaires. On ne sait pas pourquoi il a fait ça, mais il est probable qu'il ne s'entendait pas très bien avec Garling et qu'il n'aimait pas, de manière générale, les façons de faire des dragons célestes. Enfin bref, espérons qu'on aura davantage de réponses dans les prochains chapitres. Avant d'aborder l'identité des parents de Nami, passons d'abord rapidement à ceux de Chopper. Comme Chopper est un renne, ses parents sont, des rennes. Ils n'ont jamais été révélés clairement, mais on a cette image, probablement celle de l'ancien troupeau de Chopper, ce qui signifie que certains de ces rennes sont ses véritables parents. En bref, son troupeau ne l'aimait pas parce qu'il était né avec un nez bleu, mais après avoir mangé un fruit au hasard, il se transforma en humain et les autres rennes l'ont complètement chassé, le prenant pour un monstre. Au bout d'un moment, le docteur Iriluk trouva Chopper au sol, en sang, après que des humains ont tenté de le chasser et décida de le panser et de lui donner à manger. Ce médecin devient la véritable figure paternelle de Chopper et l'inspira aussi à devenir lui-même médecin. Pendant une année entière, ils soignèrent des gens au hasard en leur causant encore plus de problèmes, puis en s'enfuyant jusqu'à ce que Iriluk réalise que sa maladie le rattrapait et qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. D'abord, il tente de chasser Chopper pour qu'il n'ait pas à voir son père mourir à petit feu. Cependant, Chopper a compris ce qui se passait et se donna un mal fou pour trouver un champignon susceptible de le guérir. Au final, Chopper rapporta par accident un champignon vénéneux, mais Iriluk fut tellement touché par ses efforts qu'il le mangea quand même. Avant même que les effets du champignon ne puissent le tuer, Iriluk est mort en tentant de sauver d'autres maladies. Et après sa mort, ses rêves vécurent à travers Chopper. Les véritables parents de Nomi n'ont jamais été révélés dans l'histoire. Cependant, on sait qu'ils vivaient dans le royaume d'Oikot et qu'ils sont morts au cours d'une certaine guerre. On parlera un peu plus des parents biologiques de Nami bientôt. Bref, lors d'une de ses missions, une marine, belle-mère, arriva dans le royaume et se retrouva blessée sur le champ de bataille. Cependant, alors qu'elle était sur le point de mourir, une enfant nommée Nojiko s'approcha d'elle en tenant un bébé, Nami. En les voyant, belle-mère trouva la force de porter les deux enfants jusqu'au village de Kokoyashi et de leur offrir une nouvelle vie. Par la suite, elle quitta la marine et décida de consacrer sa vie à élever les filles dans une maison en périphérie du village. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais en ne mangeant que des mandarines, belle-mère parvenait à économiser assez pour vivre, ou du moins y arrivait-elle, jusqu'à ce que les pirates d'Arlong envahissent le village, exigeant une grosse somme pour chaque habitant. Belle-mère aurait pu cacher Nami et Nojiko afin de payer moins et de s'en sortir. Mais elle ne put se résoudre à mentir en prétendant de ne pas avoir d'enfants. Elle dépensa donc son argent pour les filles, sachant que cela mènerait à sa mort. À présent, on pourrait croire qu'on ne sait rien des parents biologiques de Nami, puisqu'ils n'ont jamais été mentionnés pendant plus de 1000 épisodes. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Voyez-vous, Oda avait en réalité prévu de révéler le passé de Nami dans le film de One Piece, Strong World, mais il décida finalement de ne pas le faire. L'antagoniste principal de ce film était Shiki, ce qui a amené beaucoup de gens à spéculer que Shiki devait être lié d'une manière ou d'une autre au passé de Nami, voire qu'il était peut-être son père. Un autre élément intéressant de cette théorie est que Shiki s'est évadé d'Impel Down il y a 22 ans, tandis que Nami est née il y a 20 ans. Ce qui se tient parfaitement. Cliquez sur cette prochaine vidéo où nous expliquons toute la chronologie de One Piece de A à Z.